Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 6e épisode du podcast créatif. Je vais essayer de faire des intros parce que j'ai vu que dans les précédents, il y en avait pas. Il y en avait pas en fait. Et donc on va accueillir Martin et Louis. Ils sont fondateurs de la société Firmin Corp. Ils me diront si j'ai mal prononcé. Ils ont lancé un Ulule il y a quelques jours pour leur premier projet Almenia, qui est un jeu de rôle. Et voilà, j'avais envie de discuter de créativité avec eux. Le Ulule, au moment où ce podcast est enregistré, donc si vous le regardez en live, vous pouvez toujours y contribuer. Je pense que ce sera mis sur YouTube et Spotify dans pas longtemps, enfin Spotify et autres plateformes d'écoute de podcasts. N'hésitez pas à mettre une bonne note à ces podcasts s'ils vous plaisent. Et puis je pense qu'on peut rejoindre tout de suite Martin et Louis. Hop, normalement. Ah mais vous étiez en train de m'entendre en fait. Bah oui. T'entends totalement, oui. On écoute ta voix, ta délicate voix. Bon, tant mieux. Déjà, Bonjour. Bonjour à tous. bon, je vais être un peu réalisateur parce que du coup, je peux pas afficher vos deux cas ou quoi que. Est-ce que je peux les afficher les deux en même temps? Bon, je vais faire régisseur quoi. Je vais passer d'une cam à l'autre. Voilà, on va se débrouiller. Bon, je pense que les deux viewers c'est vous, mais bon, si jamais. Non, j'y suis pas parce que j'ai peur du décalage. Ok. Bon, si jamais vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je me ferai un plaisir de les lire et de les poser soit dès que je les lis, ou alors avant la fin de l'émission. Bah déjà, merci d'avoir accepté de passer dans mon podcast. Hein. C'est très très cool. Pas de soucis. Ah, on a perdu Louis. Je ne t'entends plus. Tu l'entends toi, Martin? Non, je ne l'entends pas actuellement. Alors, c'est ça que j'aime trop avec mon podcast, c'est que je fais des tests avant, j'appelle mes invités avant, tout fonctionne. On lance le live, ça ne marche plus. Je tape dans mon pied de micro. Ah, c'est toi qui as tapé dans ton pied de micro, ok, c'était pas un écho bizarre. J'en ai marre. Tout va bien. On le voit qu'il essaie de galérer en plus avec sa cam, c'est parfait. Je crois qu'il nous entend vu qu'il a l'air de... C'est Coco si tu nous entends, Louis. Oui. C'est Coco. Voilà. Bon, bah voilà. On est des créatifs, on a du mal avec la technologie, on va dire ça. Oui, disons. Ah bon, il nous a quittés. Enfin, il est parti du live. C'est bon, vous m'entendez? Ah oui, nickel. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai d'un coup, alors ça marchait très bien. Bon, ok. Bah, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter? Question très classique. Martin, je te propose de commencer. Ah, c'est moi qui commence, d'accord. On peut échanger, il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai que quand on parle de la Firmin, comme c'est lui qui en est le principal, l'instigateur, c'est souvent lui qui commence, mais je peux commencer. Donc je m'appelle Martin Dabzac, j'ai 22 ans et je suis actuellement en école de commerce à Neoma et j'ai pas mal eu de... Je perds mes mots, c'est terrible, surtout qu'on est en live. Louis, vas-y, reprends. Respire un coup, tu prends ton temps, on n'est pas pressé. C'est ça, c'est improvisé, ça me vient pas. Je peux y aller si tu veux, Martin. Eh bien, je vais le laisser se détendre en toute tranquillité. Bonjour à tous. Eh bien, je suis Louis Bled, le fondateur original de la Firmin Corp, et que j'ai fondé d'abord seul. Toutes les formalités administratives, on était vers août, et on a créé la société, je crois, le 7 septembre, sa date de création. Et Martin m'a rejoint vraiment dans les 2 semaines qui ont suivi. Avant ça, j'ai fait toute ma scolarité à la Nativité, que Ryan connaît très très bien aussi. Oui, tout à fait. Et du collège à la prépa, avant j'étais dans une petite école publique dans la banlieue aixoise. Et là je suis donc, comme les deux Gugus qui sont ici avec moi, à Neoma pour le moment, pour la fin de mes études. Voilà pour la présentation plus pour très longtemps, hein. Et oui, toi, dans quelques semaines, je crois que c'est terminé. Ah oui. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ça faisait très genre, je vais me faire virer. Tu sais, non, je vais être diplômé. J'en ai plus pour ou que t'as une terrible maladie. Putain, j'en ai plus pour très longtemps. C'est gentil de nous recevoir dans tes derniers instants de vie. On est très touchés.
Bah écoute, Et, présentation et très voilà complète. le projet. Martin, est-ce que Très tu es bien, Martin, je te laisse y aller. plus à même Ouais, de ça va, de tout présenter? va. C'est bon, je sais ce que je dois dire. Et je vais encore bugger à tous J'ai les répété coups. mon texte. C'est l'idée. Oui, bah du coup, je suis au même niveau que Louis en termes de scolarité, mais avant, j'étais en prépa littéraire à Saint-Étienne, et avant ça, j'étais en terminale et première L à Lyon. Donc oui, j'ai fait le grand saut de Lyon à Saint-Étienne. On y Oula. survit, ça se passe bien. Et voilà pour ce qui est globalement de la scolarité. Et pour partir un peu plus sur des passions, moi, tout ce qui est écriture, c'est quelque chose que j'essaie d'écrire un même projet depuis à peu près que j'ai 16 ans. Et ça avance à un rythme hasardeux, on va dire. Mais c'est quelque Non, chose non, que mais tu sais, j'ai en depuis Provence, longtemps. on dit pas ça. On dit ça avance tranquille. Ça avance Mais Tranquillement, tranquille. un peu tranquille. je suis la seule personne ici qui n'est pas de la Provence, donc Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Après, on est deux du 13. Ok, bah écoute, très belle présentation. On a bien fait de te laisser du temps, hein. Alors, ah oui, je voulais plusieurs choses. Du coup, je vous l'ai dit juste avant, mais je le dis pour ceux qui nous regardent. C'est une émission que j'ai moins préparée que les autres, mais c'était volontaire, c'est pas de la flemme. Je voulais en fait un échange plus spontané, et puis comme c'est des personnes que je connais hors du podcast, etc., je me suis dit que c'était l'épisode pour tenter ça, pour voir si j'arrivais à m'en sortir sans des questions hyper détaillées, etc. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube ou par DM Insta. Voilà, vous connaissez, vous savez comment me contacter. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était comment est-ce que ça va être découpé. En fait, je pense que beaucoup des gens qui me suivent, qui vont voir ce podcast et voilà, qui vont voir ce podcast, ma phrase était terminée en fait, connaissent pas du tout le jeu de rôle. Donc en fait, il va y avoir une première partie peut-être assez courte, mais bon, on verra si on veut en discuter beaucoup, on en parlera beaucoup, qui va être axée sur le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est pour vous, et enfin, je dirais même peut-être pour nous, peut-être que je vais raconter des anecdotes aussi. Et après, une deuxième partie, on va plus parler d'Almenia et de Firmine. Est-ce que ça vous va comme découpage? tout à fait. Impeccable. Ok, ok, ça marche. Ben, Louis, est-ce que tu pourrais nous Oui. dire qu'est-ce que c'est le JDR? Le JDR, je vais citer des plus grands que moi dans ce domaine. C'est du théâtre d'improvisation avec des dés. Tout Ah, c'est très bien simplement, ce dit, que très c'est que bien le dit. jeu de rôle, c'est un conteur qui raconte une histoire à des joueurs qui la vivent et toutes leurs actions sont déterminées soit par leur roleplay, soit par un lancer de dés dépendant de caractéristiques qui sont définies à l'avance selon le personnage joué. Par exemple, un archer sera en général particulièrement performant dans tout ce qui est combat à distance et en général perception, habileté, discrétion, c'est dans l'archétype plutôt ranger, et là où un guerrier sera en général beaucoup plus fort en combat au corps à corps, en résistance, en constitution. C'est comme ça que je résumerai au mieux le jeu de rôle, bien que le plus important pour moi soit le fait de vivre une histoire à la première personne. Je trouve que c'est très bien dit. Un conte en Merci. théâtre d'improvisation, ouais, Mhm. c'est très bien dit. Martin, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à la définition de Louis? Elle est très complète, donc c'est dur de pas mentionner, de mentionner quelque chose qu'il a oublié pour le coup. Après, il y a effectivement un point qu'il n'a pas évoqué, qui est d'ailleurs le point où il est peut-être le meilleur, c'est que l'histoire, elle pop pas d'un seul coup. Il y a ce côté interactif et ce côté, il est raconté par un maître du jeu qui vraiment raconte l'histoire, mais qui va être vécu par les personnages. Et il y a vraiment un côté, un des points importants et qui fait toute la saveur, c'est l'interaction entre différentes personnages, entre les différentes personnes. C'est pas seulement une histoire qu'on va raconter, qu'on va vivre parce que c'est un jeu vidéo, on est tout seul. Il y a vraiment un groupe qui va vivre une histoire en commun. Oui, oui, tu fais bien le rappeler. Un truc aussi qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que tout se passe dans. Enfin, ça dépend les jeux de rôle, etc. Machin. Mais sinon, globalement, ça se passe dans l'imaginaire. Il n'y a pas de. Enfin, il y en a avec, mais bon, bref, comme j'ai dit, on va pas parler des exceptions. Mais c'est rare qu'il y ait des figurines, c'est rare qu'il y ait
Bon, des fois, il peut y avoir des cartes, etc. Mais voilà, ça va pas être. Même si tu as une carte, en fait, elle va te servir dans le jeu. Tu vas pas devoir déplacer un pion dessus. Tout va beaucoup se passer dans l'imaginaire. Est-ce que je Tout à ne dis fait. pas de bêtises? Non, c'est totalement vrai. Après, il y a des joueurs de Donjons et Dragons, pour le coup, qui utilisent des figurines. Parfois aussi ceux qui font des jeux de rôle de Warhammer 40 000. Je pense à Dark Heresy ou Rock Trader peuvent utiliser des figurines aussi. Mais globalement, le jeu de rôle se fait, et c'est comment nous, on l'a toujours fait, se fait sans support. L'imagination est, selon moi, le meilleur des supports. Toi, Louis, comment est-ce que tu as découvert le jeu de rôle? Eh bien, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. T'as Euh, commencé si tôt? Et j'ai commencé en sixième. Ok, ok, ok. En fait, c'est le père d'un ami qui a donné à son fils, donc à mon ami William, que je salue d'ailleurs, ses livres de base de Advanced Dungeons and Dragons, donc une très très vieille version de Donjons et Dragons, et qui d'ailleurs était en anglais, tous ces bouquins. Et donc mon pote les avait tous traduits Hein? pour nous faire vivre les histoires, et ça nous avait vraiment énormément marqué. Attends, quoi? Il a Et traduit des livres complets? il prenait des notes, il n'avait pas tout traduit l'intégralité du livre, Ah, ok. on était jeunes encore. Ok, ok, Mais ok, d'accord. toutes les pages de règles, il nous les avait traduites, parce qu'en sixième, j'ai été une sacrée quiche Lorraine en anglais. Et, et c'est comme ça qu'on avait commencé à jouer. Et ce pote, au final, pendant surtout ses années lycée et sa prépa médecine, il avait moins de temps pour masteriser. Donc, masteriser signifie être le conteur de l'histoire du jeu de rôle pour Oh les là là, néophytes. t'anticipes mes questions, j'allais te demander, mais Louis, qu'est-ce que ça veut dire masteriser? Et c'est moi qui ai pris le relais. C'est depuis à peu près la troisième que je mène des parties de jeu de rôle. Ok, oui, ben on l'a pas dit d'ailleurs dans notre définition, mais en fait, dans un jeu de rôle, il y a un maître du jeu. Donc oui, c'est celui qui va faire l'action de masteriser, qui va raconter l'histoire, décrire les décors, etc. Et en fait, les joueurs, qui ne sont pas le maître du jeu, vont interagir avec cette histoire, interagir avec les PNJ, les personnages non joueurs, mais aussi les autres joueurs autour de la table. C'est ça. Et toi, Martin, comment est-ce que tu as découvert Alors cette moi, magnifique passion qu'est le jeu de rôle? il y a un premier contact que j'ai eu avec le jeu de rôle quand je devais avoir, j'avais à peu près l'âge de Louis, avec un jeu de rôle qui s'appelait HeroQuest. C'était une seule Quoi? partie que Attends, pardon. T'as joué à HeroQuest? j'ai joué à HeroQuest Mais trop un bien! dimanche, un samedi soir chez des amis de mes parents avec leurs enfants. Il manquait les figurines, il manquait tout, etc. Mais j'ai joué l'elfe, j'étais trop content, j'avais un combo de feu qui était trop bien. Et après, j'ai pas eu de contact avec le jeu de rôle pendant beaucoup d'années qui ont suivi, jusqu'à arriver à Neoma, à Reims, et de rencontrer Louis. Et j'ai entendu parler de... Et via la rencontre avec Louis, je me suis remis à faire du jeu de rôle, et depuis, ça fait à peu près 3 ans avec Louis qu'on fait à peu près une partie par semaine. Donc Ok, ça ok. fait beaucoup de temps, à peu près à raison de 6-7 heures par semaine. Que Pendant j'explique 3 ans. un peu pourquoi moi, j'étais si étonné de HeroQuest. En fait, c'est un jeu des années 80 ou 90, je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise. Je sais pas. Je crois qu'il date des années 80. Et c'est vraiment un... Enfin, c'est un pilier dans le jeu de rôle et le jeu de plateau. Enfin, c'est vraiment une licence mythique qui n'a pas été rééditée. Je crois que j'ai vu passer un Kickstarter ou un truc comme ça pour une réédition, mais enfin, rien de sûr. Ouais, à vérifier ce que je dis, je suis pas sûr du tout. Mais voilà, c'est parce que c'est vraiment un monument, c'est un truc. Bon, je suppose que les règles ont vieilli, etc. Mais j'aimerais trop tester le jeu. Mais Et, ce qui est bizarre, c'est que je savais pas que ça s'appelait du jeu de rôle. Et c'est que quelques années, enfin c'est un an, il y a peut-être un an, je me suis dit, mais en fait, j'avais déjà fait du jeu de rôle. Voilà. Mais ouais, je ne savais pas à quoi j'avais goûté à l'époque, mais c'était un premier contact. Moi, ça a été l'inverse. On s'est vraiment dit, en fait, avec des potes, genre. Déjà, en fait, on avait une vision où un pote à moi m'a dit, ouais, mais genre, ce genre de jeu, c'est trop bien, mais il en faut un qui soit déterminé, qui lise l'intégralité du livret de règles et tout. Et genre, ouais, ça demande trop de temps, j'ai trop la flemme, machin. Et moi, je me suis dit, bah, vas-y, viens, on essaye et tout. Et donc, du coup, lui, il avait trop la flemme. En fait, lui, il avait acheté un livret d'initiation, c'est moi qui l'avais lu. Et du coup, on avait fait nos premières parties et tout.
Et je vois un message dans le chat. Non, on peut pas ban contre des points de chaîne. J'ai mis ça, mais je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Donc vous qui écoutez ça ou qui regardez sur YouTube, vous ne savez pas de quoi je parle, mais je parle à mon chat en live sur Twitch. Non, du coup, vous ne pouvez pas utiliser vos points de chaîne pour ban. Il faut que j'enlève ce truc. Voilà. Alors, quelle était ma question suivante? Martin, il y a ta cam, je vais rester sur toi et te poser la question suivante. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de rôle? Moi, ce qui me plaît dans le jeu de rôle, c'est la partie. Alors, c'est la partie histoire, en fait. C'est le fait de vivre des histoires, de prendre des personnages et de leur faire vivre des histoires. C'est le drama, entre guillemets. C'est de pouvoir incarner un personnage et de se glisser dans sa peau au point que les émotions qu'on va ressentir, que devrait ressentir ce personnage s'il était réel, c'est moi qui vais les ressentir. Et c'est vraiment la partie, entre guillemets, personnage du jeu de rôle qui me plaît le plus. D'accord. Donc, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu préfères jouer un personnage que être maître du jeu. Tout à fait, et ça se ressent bien dans le nombre de parties où j'ai été maître du jeu, qui se compte au nombre de 0 ou 1 à peu près. Voilà. Peut-être une fois, j'ai pas fait exprès. 30 minutes une fois pour l'anniversaire de Louis. Et toi, Louis, qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de rôle? Je vais séparer la question en deux parties parce que C'est pas, j'ai tu veux vraiment faire fait, je thèse, dirais- antithèse, synthèse, tu fais ce que tu veux. Vous êtes chez vous. D'accord, j'en ai pour 2 heures, prenez des notes. Non. Parce que j'ai vraiment, je dirais, plus de 300 parties à mon actif, 150 en tant que joueur, 150 en tant qu'MJ, et c'est vraiment deux plaisirs qui sont totalement différents. Ok. En KMJ, ce qui me plaît, c'est toute la construction narrative de l'histoire et de comment je vais emmener quels moyens je vais employer pour emmener mes joueurs dans la direction où je veux les emmener. Par exemple, je vais penser à la campagne d'Almenia, où en fait, il y avait une première quête principale qui cachait quelque chose, qui cachait la vraie quête principale. Et je devais, dans chacun de mes scénarios, donner des indices pour les trois axes narratifs, tout en faisant en sorte que ce soit difficile pour eux de deviner quel était le véritable objectif de la campagne. Et c'est toutes les astuces comme ça, j'emploie pas mal d'astuces de langage, par moi d'indices cachés, des trucs qui peuvent être lus qui peuvent être entendus à double sens. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup en tant que MJ. C'est vraiment de construire mes histoires et comment je fais influencer mes joueurs tout en leur laissant une liberté totale. Et en tant que joueur, ce que je fais j'adore... une petite parenthèse, MJ pour maître du jeu. Oui. Vas-y, continue, je t'en prie. Juste, je veux aussi dire, parce que j'emploie pas mal d'acronymes, MJ pour maître du jeu, RP pour roleplay, et lore, c'est tout ce qui est le passé du personnage, son background, etc. Et ce que j'aime donc dès que je suis joueur, c'est tout simplement incarner un personnage. J'adore incarner un personnage, le vivre en ultra roleplay, vraiment où je fais des lores vraiment à rallonge pour vraiment détailler exactement tous les aspects de mon personnage et de vraiment le jouer en mettant Louis Bled de côté, vraiment de côté, pour vraiment jouer le personnage. Et ce que j'adore, par exemple, c'est faire des erreurs où je sais que je fais une erreur en tant que joueur, mais je sais que mon personnage, par rapport à son caractère, ferait cette erreur. Et c'est tous les petits éléments comme ça, plus après faire vivre mon personnage entre les aventures, comment il se divertit, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, etc. C'est tous ces éléments-là, moi, que j'apprécie beaucoup en tant que joueur. Ouais, c'est un truc que j'ai pas mal vu. Moi, contrairement à vous, contrairement à Martin, je préfère plus le côté maître du jeu. J'aime bien jouer, mais je prends beaucoup plus mon pied en tant que maître du jeu. Et où est-ce que j'allais avec ça? Je ne sais plus. Oui, non. Mais mince, mais j'ai perdu ma phrase. Qu'est-ce que t'as dit juste avant, Louis? Ah oui, tu parlais du truc de jouer un personnage, etc. Moi, ça m'est arrivé de voir des joueurs, genre... et je trouve que justement, c'est les bons joueurs de jeux de rôle qui se disent, ben, là, je dois faire ça. Ah, merci Darkslighter pour ton follow, c'est gentil. Ils se disent genre, bah là, je rentre dans la taverne et je frappe la première personne qui passe. J'ai pas envie de le faire, mais mon personnage est énervé et colérique et a envie de se battre, donc du coup, je le fais, tu vois. Et je trouve que c'est trop bien de vraiment incarner à fond un personnage comme ça dans un jeu.
C'est de mon côté ce qui me passionne. Après, il y a d'autres versions du jeu de rôle. Par exemple, pour la petite anecdote, je n'aime pas beaucoup les combats. Alors que c'est quand même reconnu comme l'une des bases du jeu de rôle. Je pense au porte-monstre trésor, qui est le résumé du dungeon crawler. Les combats, je n'aime pas beaucoup ça. En général, en tant que MJ, je m'en sers pour uniquement deux choses. Un, maintenir la pression. Deux, clore un arc qui nécessite un combat pour clore l'arc narratif. Et en tant que joueur, en général, les combats, je trouve ça long et que ça ne fait pas avancer l'histoire. Oui, Donc, je suis pas un grand fan des combats. Ah, c'est vrai que des fois, ça bloque un peu l'histoire. Bah, pour te dire, j'avais fait un jeu de rôle où c'était moi le maître du jeu et j'avais mis à mes joueurs, en fait, genre, c'est un jeu de rôle, tu sais, post-apocalyptique, donc dans le Yeah. futur avec des zombies et tout. Et en fait, j'avais mis juste comment ça s'appelle, tu sais, un tuto, tu vois, juste pour qu'on découvre le système de combat. Ils ont galéré! Ça a duré 1000 ans! L'histoire est restée bloquée au combat. Je l'ai dit au début, mais je le répète, si jamais vous avez des questions à poser à Martin et Louis, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, je les lirai, je leur poserai soit dès que je les lis, soit à la fin du podcast. Ma question suivante, Louis, si quelqu'un aimerait s'initier au jeu de rôle, quelle est la raison pour laquelle il devrait le faire, selon toi? En trouver une seule serait extrêmement dur, Oui, mais c'est tout simplement je te connais un peu, je sais que tu as envie de me dire, alors, partie 1, petit A. Oh purée, tu me fais penser à mon chapitre 5, qui est le chapitre du livre que j'ai pas encore écrit, qui va faire au moins 30 pages le chapitre, hein, tellement je rajoute des parties en boucle. Non, si je veux en dire qu'une seule, c'est le désir d'évasion. C'est la volonté de vivre dans d'autres aventures, vivre d'autres personnages, vivre dans d'autres mondes. Ça peut être très amusant, surtout dans ces temps où on ne peut pas sortir après 19 heures. Oui. Si je dois donner qu'un seul point, on va partir sur des débats interminables, c'est celui-ci. Ok. Et toi, Martin? Une seule raison de s'initier au jeu de rôle. L'évasion, c'est vrai que c'est un bon point. J'essaie de penser à une autre, mais je suis très mauvais pour. Essaie de pas copier. Ouais, mais je suis très mauvais pour ce genre de choses en fait. C'est un de mes grands points faibles. Je peux rester bloqué là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais y réfléchir pendant le suite du live et j'y reviendrai. Ça marche, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai pas dit au début, mais vraiment, vous êtes ici chez vous. Si jamais comme Martin, vous sentez qu'une question vous êtes pas chaud, vous dites bon bah pause, on y reviendra. Si jamais vous avez une réponse de la première question, vous voulez y revenir, on y revient. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. D'ailleurs, par rapport à l'intro. Sur ma présentation, j'ai oublié. Du coup, on a fini sur la partie. Attends, mais ça fait une demi-heure qu'on est en live? Ok, d'accord. J'ai pas vu le temps 25 passer. minutes peut-être. Ah oui, plus mon intro, c'est vrai. Du coup, on a fini la partie sur notre relation au jeu de rôle. Et bah, du coup, on va attaquer plus sur Almenia et Firmwin. Déjà, qu'est-ce que veut dire Firmwin? Là, c'est moi qui vais répondre. Firmwin, eh bien, c'est tout simplement le nom du premier univers fantastique que j'ai créé. Pourquoi il s'appelle comme ça, je n'en ai aucune idée. Mais je l'avais appelé comme ça, j'étais au collège quand je l'avais créé. Et à un moment, on avait eu un soir, on était entre la troisième et la seconde, où on parlait justement de ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, je voulais déjà faire mon entreprise de jeu de rôle. Et j'avais dit justement, je leur ai dit, si je crée mon entreprise de jeu de rôle, je l'appellerai comme ça, la Firmwin Corp, au nom du premier univers qu'on a créé que j'ai créé, Firmwin. Et pour l'anecdote, Corp, c'est une référence à Salut les geeks. Comment ça? Bah, Corp, c'est genre juste le diminutif de corporation, non? Oui, mais c'est pourquoi j'aurais pu l'appeler autrement, juste Firmwin, le nom de la société. Mais le Corp, c'est parce que l'entreprise de Mathieu Sommet s'appelait la SLG Corp. Et vu que au collège, au lycée, même toujours aujourd'hui, j'adore Mathieu Sommet, j'adorais vraiment et j'adore toujours son contenu. Donc, j'ai mis cette petite référence de finir le nom par Corp.
On en apprend tous les jours sur l'entreprise où on travaille. J'ignorais cette anecdote. Juste pour savoir, vous êtes tous les deux associés de l'entreprise ou pas? Alors, actuellement, Par contre, genre, non. si je pose des questions délicates que vous voulez pas aborder et tout, Non, non. on les zappe. Non mais voilà, On je quitte préfère le live. le dire. Je préfère le dire. On n'a rien Non. à cacher. On Non, sera c'est juste en associés. fait pour une raison parfaitement administrative que si je faisais rentrer Martin au capital, il fallait que je change tous les papiers que j'avais donnés à Ulule. Et franchement, j'avais grave la flemme. C'est prévu. Hein. En fait, dès la fin du crowdfunding, on a déjà discuté de l'entrée de Martin au capital. On sait combien il va mettre, comment il va le mettre. Je me suis renseigné sur les procédures légales pour le faire. Mais actuellement, pour répondre exactement à la question, non. C'est l'entreprise m'appartient à 95% et 5% à ma sœur. D'accord, ok. Du coup, tu en parlais du Ulule. Comme je l'ai dit en intro, il y a un Ulule qui est en cours pour votre premier projet. Oui, c'est le premier, hein, je dis pas de bêtises. C'est le C'est le premier. premier. Oui, c'est le premier qui s'appelle Almenia. On va en reparler dans les questions qui arrivent, mais je vous ai mis le lien dans le chat si jamais vous voulez cliquer, aller faire un tour dessus. Je viens de voir. En fait, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour déclencher des événements. Bon, pendant les podcasts, j'en fais pas trop parce que je trouve que ça casse le rythme et c'est embêtant. Et puis surtout pour les gens qui écoutent ou regardent ça en replay. Mais Dart, du coup, tu me demandes de boire de l'eau, mais c'est Ramadan. Je ne vais pas boire. Voilà. Je suis hors cam, mais je l'ai fait. Ah, c'est gentil. Tu le fais à ma place. Ok. Est-ce que... Attends, mais je crois que... Ah ben on le voit, tiens. Oui, non, c'est bon. J'allais dire une bêtise. Et Almenia, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, encore une fois, c'est un nom. Ok. Ça n'a pas de sens particulier. À la base, Almenia, Martin va encore en apprendre parce que Almenia, à la base, c'est une ville que j'ai créée pour un scénario en one shot, c'est-à-dire qu'il se fait une seule fois, pour mes potes pour faire un scénario d'enquête. J'avais dessiné en fait l'intégralité de la ville sur 6 pages. C'était d'ailleurs un très très long dessin. Attends, sur Et 6 pages A4? ouais. Ah oui. Ben, la ville, elle fait 300 000 habitants, donc il fallait, et j'ai fait chaque maison. Et avec les talents de dessin de Louis, ça doit être vraiment un chef-d'œuvre. Oui, je ne sais pas dessiner du tout. C'était Ah, juste d'accord. vraiment pour avoir un aspect visuel. Moi, j'étais ultra premier degré. Je me suis dit, ah, ok, d'accord, 6 pages de Ah non. dessin de ville médiévale, ça doit être trop cool et tout. Ah non, c'est un schéma. C'est un schéma. Ah. Mais j'avais tout fait. J'avais employé une règle pour faire les maisons. J'étais vraiment déter. Et Mais tu l'as encore? je l'ai quelque part, mais ça fait 1 an que je la cherche. Et voilà, et c'est parti genre dans l'oubli pendant au moins 1 an. Et après, dès qu'on était sur Reims, et que je réfléchissais dans quel univers je pourrais faire la première vraie grosse campagne, et ben je me suis dit, bon, on peut reprendre cette ville-là et créer un univers tout autour. Et ça vient de là, en fait. Pendant l'intégralité de mes cours de... C'est quoi c'est M1, je crois. C'était les cours pendant les Sans cours doute, de M1 sans que doute j'écrivais Almelia. compta de gestion. Compta de gestion. Tous les cours. Dans tous les cours, en fait, j'écrivais genre toute l'histoire, toute la campagne, tout l'univers qui est autour, etc. Et je suis arrivé avec un énorme contenu au final pour faire la campagne. Et dès qu'on a lancé donc l'entreprise, on s'est dit, bah, c'est le projet sur lequel j'ai le plus de contenu, donc on peut commencer là-dessus. Et ça s'appelle Almenia justement parce qu'à la base, dans cet univers, il n'y avait que la ville d'Almenia. Et tout le reste a été créé après coup. Ok. Donc, ouais, pas de signification précise. Mais en vrai, je pense que, tu sais, j'avais un peu peur, je me suis dit, ok, sans préparer mes questions et tout, je vais atteindre l'heure difficilement. Je t'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire Almenia, tu m'as donné une réponse ultra complète. Ça me va totalement, on va atteindre 1 heure très facilement. J'aimerais 7 heures plus tard. Et donc, Almenia Pour en revenir j'aimerais bien La question entendre 12. Martin. Oui. Quels sont... du coup, avant que je pose ma question, est-ce qu'on peut savoir genre quelle a été votre... comment ça s'appelle? Pas votre contribution, mais qui fait quoi en gros? C'est assez
ça dépend des sujets. Pour ce qui est de la création de l'univers, c'est à 80% Louis et moi qui ai mis peut-être 10 ou peut-être 20, max 20% de petites touches, genre en disant à Louis tiens, ce serait cool. Par exemple, un truc que j'ai fait, au début dans l'univers, il y avait des elfes. Et j'ai dit à Louis, c'est un univers de fantasy, et un truc que je trouve dommage dans la fantasy, c'est que c'est la fantasy, la caractéristique principale de cet univers, c'est l'imagination, et on reprend toujours les 20 mêmes créatures. Et donc on est parti dans tout un voyage de création de races et de créatures qui n'existaient pas, et qui n'existent nulle part ailleurs. Et voilà, et c'est une idée que j'ai eue et qui a beaucoup innové l'univers. Mais globalement, sur la création de l'univers, c'est Louis. Après, sur tout ce qui est de la gestion de l'entreprise, on est à peu près sur du 50-50 en fonction Martin de... fait la com, et moi C'est je fais ça. tout le côté, tout le reste du pro. Ok. C'est à peu près l'idée. Et sur la rédaction, je dirais 60-40, non, même 50-50. C'est du 50-50. Voilà, moi j'ai beaucoup de faits de mise en forme, c'est-à-dire que Louis m'a envoyé des tonnes de tableaux en disant ou des phrases à moitié écrites, des phrases à moitié écrites qui détaillaient l'univers l'univers de l'univers entre guillemets l'univers. Et moi j'ai tout réécrit pour que ce soit bien. Ok, mais en vrai, Et je pense que vous devez enfin, pour vous connaître un peu, je pense que vous devez pas mal travailler à deux, parce que j'ai l'impression que toi, Martin, t'es plus cadré, enfin, genre, t'arrives mieux à ranger les choses, alors que Louis, je le connais, qui va être très expansif à mettre des détails, plein d'explications, des chiffres, des tableaux, des matrices. Ouais. Je vois une question dans le chat sur les sessions de brainstorming. Je t'ai peut-être filé 2-3 élus avec le mettant en scène ces créatures, peut-être pour le montrer au chat. Oui, attends. Parce qu'on s'est bien amusé, les rocailleux, les crémis, c'est des choses créatures qui sont vraiment, vraiment amusantes. C'est ça, on a vraiment fait deux sessions, en fait, 2 jours de travail, où on discutait de créatures. Après, on a aussi employé notre fameux conseil, le grand conseil créatif de la firme Wincorp, dont je ne doute pas que certains membres sont par ici. Qu'est-ce que c'est un conseil créatif? C'est nos amis qui nous aident. C'est ça. C'est globalement, c'est juste dès que quelqu'un a une idée qu'on peut vraiment employer dans le jeu, et ben on le met, tout simplement. C'est-à-dire, il y a certains monstres qui il y a Thibaut Bourdisien qui en a créé pas mal. Je crois que c'est lui qui est à l'origine de pas mal de monstres de mémoire. Après, Dans il y a le chat, on me dit on est payé en cookies. C'est tout à fait. Le chat a tout à fait raison. Toutes les idées originales que j'ai eues pour le moment ont été notées sur un cookie, sur un fichier à moi non pas sur un cookie. On a tout noté sur un cookie. Mais voilà, j'ai ça. Et là, du coup, l'illustration qu'on a actuellement, c'est une vouivre qui est absolument superbe. Et je crois que ça s'appelle un mirage, l'oiseau. C'est un oiseau élémentaire de sable, je crois. Ou de feu, je sais. Ouais, pour les références, les oiseaux élémentaires, c'est une référence à la mythologie inca, si je ne m'abuse. Non, pas inca, iroquoise. Qui croyait dans des grands oiseaux élémentaires. Ouais. Beaucoup de références historiques dans le jeu de rôle. Vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. Ok, bah c'est cool. Voilà. Et par rapport à ta question, la question de qui fait quoi, on y a répondu. Et je sais trop, t'avais une autre question avant, je me rappelle. Oui, enfin, qui allait arriver. Quelles sont, toi, Martin, tes inspirations? Moi, mes inspirations pour écrire. Alors, en fait, comme j'ai repris un univers qui existait déjà, qui était celui de Louis. Donc, en fait, pour écrire sur l'univers, pour inventer des choses, c'était vraiment les inspirations de Louis. Et un des grands points communs de cet univers, c'est l'adaptation dans un univers de fantasy de choses qui existent déjà. Par exemple, je me suis inspiré pour un détail dans une ville, un détail géographique, je me suis dit, tiens, si on créait un truc qui ressemble au Palais des Plantes à Paris, mais dans un univers de fantasy, quoi. C'est pour donner un exemple. Ok, je vois. Sinon, voilà, vraiment en termes d'inspiration de qu'est-ce qui existe déjà qui m'inspire, c'est ça. Sinon, quand j'ai manque d'inspiration, il y a 2-3 musiques clés qui sont des musiques qui m'inspirent et que j'écoute avant, et puis après je pars tout seul sur 3 heures d'écriture. Ah ouais, les musiques peuvent t'aider à t'inspirer? Ouais,
Il y en a celle qui marche le plus. Je vais envoyer le lien dans le chat. Elle s'appelle Non, Cassandra. non, Donc non, ou le pas. mets pas parce Je le mets pas. que ouais, en fait, il y a que les Oui. modérateurs qui peuvent envoyer des liens dans mon Pardon. chat, sinon. Bon bah, je te l'envoie comme. Je suppose que tu es modérateur Oui, oui. de ta propre moi, chaîne. Bon, t'as bien fait de le dire avant parce que ça m'est arrivé une fois pendant un podcast, quelqu'un qui a mis un. Genre, en plus, c'était un pote de l'invité qui a mis un lien dans le chat et il s'est fait ban 10 minutes. Donc, oui. Je t'ai envoyé cette musique. Quand je l'écoute, celle-là, je pars direct très très loin de cet univers et donc pour écrire, c'est vachement pratique. Ok. Moi aussi, j'ai des musiques qui vont. Je dirais pas qu'ils vont m'inspirer, mais tu sais, qui vont me mettre dans le. J'allais dire le mindset. mood. Non, mais je déteste utiliser des anglicismes alors que les mots en France existent, tu vois. Dans le bon état d'esprit pour écrire. Tout à fait, dans le bon état d'esprit pour être productif. Mais je t'avoue que c'est pas, comment dire, je dirais pas que elles sont ma source d'inspiration, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Et toi, Louis, du coup, attends, je reviens vers toi juste après, il me vient une question pour Martin, sinon je vais la perdre. Est-ce que ça n'a pas été difficile de créer sur un univers où t'étais pas là à l'origine? Eh ben, étonnamment, ça a été beaucoup plus simple parce que le fait d'avoir déjà une base a permis d'enlever tout syndrome de la page blanche. Je savais déjà ce que je devais écrire et je savais déjà ce que je devais modifier et ajuster, comment je devais l'écrire. Et en fait, toute la partie, j'allais dire entre guillemets créative, mais c'est pas le bon mot, mais toute la partie d'imagination, elle était en partie déjà faite. Et quand on imaginait, c'était toujours avec Louis, on était deux, donc dès qu'il y en avait un qui n'avait pas d'idée, il y avait l'autre qui pouvait reprendre des idées. Donc en fait, c'était plus simple parce que je savais d'où je partais, donc je savais où je pouvais aller beaucoup plus facilement. D'accord, tu penses que ça aurait été compliqué pour toi personnellement de partir de zéro? Bah, pour le coup, de partir de zéro, j'ai déjà fait sur mon projet de livre. Et bah, le point sur lequel mon projet de livre pêche le plus, c'est l'univers qui n'est pas assez complet pour le type de livre que j'écris, quoi. Donc, écrire de zéro, imaginer de zéro, c'est vraiment la partie la plus difficile d'écrire de la fantasy pour moi. D'accord. Le pire étant d'imaginer des noms. Ça, j'ai vraiment du mal. Ouais, c'est. Ok, moi je t'avoue, du coup, parce que je suis écrivain aussi, je me fais la promo pendant votre podcast, c'est honteux. Son livre est bien. Allez, merci, c'est trop gentil. Mais par contre, les noms, tu vois, c'est pas un truc sur lequel je galère. Je vais un peu galérer, par exemple, sur, je sais pas, l'aspect physique, sur ses caractères, ses caractéristiques, son comportement et tout, pour qu'il soit assez différent des autres, mais qu'il soit pas cliché non plus. C'est un truc sur lequel je vais avoir du mal. Mais par contre, en fait, dès que j'ai tout ça, son nom, il me vient mais comme une évidence, tu vois, comme si c'était une personne que j'avais toujours connue. Bah, je suis d'accord avec Ryan pour le coup. T'as de la chance. Moi, parfois, je dois écrire toutes les lettres de l'alphabet sur un papier et prendre avec mon doigt. Je fais alors B, E. Je fais des tests comme ça. Et je peux passer 1 heure sur un nom. Attends, mais je te disais une bêtise. En fait, ça m'arrive pour les noms de personnages, mais en revanche, les noms de lieux, là, oui, je fais un peu comme toi. Je prends des syllabes, des sonorités, des trucs. Je fais des patchwork, je fais des recettes, je touille et je vois ce que ça donne, tu vois. Je pense que tous les auteurs de fantasy font exactement comme ça pour les noms de lieux. Parce qu'effectivement, faire un truc qui s'appelle, prendre 2 noms qui existent déjà et les mettre ensemble comme Hurlevent ou ce genre de choses, bon, c'est sympa, mais ça a déjà été trop fait, quoi. Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et Louis, du coup, la question initiale, quelles sont tes inspirations pour le monde d'Alménia? Top 1, l'histoire. Top 2, je dirais. L'histoire avec un grand H, comme on dit. L'histoire avec un grand H. Ok. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nations où j'imagine comment c'est. Je prends avec plusieurs empires qui ont réellement existé, que je mets en un et que je mets dans des contextes différents. Par exemple, même la nation la plus puissante d'Alménia, qui est l'Empire du Dolès, c'est un mélange, je dirais, de si les Mamelouks, les Berbères avaient fait ensemble un empire à un moment où ils auraient pu prendre l'ascendant sur le reste du monde. Ok.
Il y a pas mal, je pense, dans l'Empire. Après, il y a plein de trucs qui me viennent. Collégone, où là, c'est plus des références à l'Empire malien. Euh, tout ce qui se passe dans l'est du Lendoline, j'emploie des noms propres. Lendoline, c'est un continent d'Alménia. C'est la vision en fait de l'Orient qu'avait l'Occident avant les invasions barbares. Euh, euh, L'ouest du Lendoline, son système de gestion ressemble d'une certaine manière à l'Empire romain, mais dans un contexte plus médiéval que Attends, antiquité. Louis, on va se recadrer un peu. Tes sources d'inspiration, du coup, il y a l'histoire. Et après, Il y a genre, l'histoire, après, si tu veux, tu pourras rentrer plus en détail, mais je sentais que tu allais te perdre dans. c'est vrai. Ah, mais il était parti pour faire l'ensemble de l'histoire de l'humanité. J'allais faire toutes les pays, mais bien qu'il y en a certains où j'aurais bloqué, parce que le Dertan, là, c'est pas, je me suis pas inspiré d'un pays en particulier. Et ma deuxième source d'inspiration, je dirais euh, beaucoup de parties de jeux de rôle que j'ai vécues en tant que joueur, que ce soit en tant que joueur, soit en tant que viewer. Je regarde énormément aussi de séries de jeux de rôle. Je pense à Game of Roll, je pense à Tales of Pi, je pense à Aventure. Les Aliens de Cthulhu aussi, que j'ai regardé dans un univers tellement différent. Tout ça, ça m'a pas mal inspiré. Pas mal aussi de classiques de la fantasy, bien que je pense que les classiques de la fantasy m'inspiraient beaucoup dans mes premiers univers, mais moins dans les plus récents. C'est-à-dire, dans l'univers de Firewing, justement, il était très inspiré d'un Game of Thrones / Seigneur des Anneaux. Je pense qu'à Almenia, beaucoup moins. Tout comme Martin, je vais être aussi d'accord sur le fait que la musique m'inspire pas mal. Mais ça me met plus dans l'état d'esprit. Je pense que c'est plus que ça me met dans le bon état d'esprit pour créer que ça m'inspire directement. D'accord. Et tu parlais de Et l'histoire. Est-ce que ça te demande du temps au niveau de. Comment dire? En travail de recherche? Est-ce que ça te demande beaucoup de temps? pas énormément parce que soit je me base sur des choses que je connais déjà et les rares fois où je me base sur des choses que je maîtrise moins, je vais juste chercher en fait des informations de base parce qu'après il faut que je les retravaille dans mon univers et que je les insère dans mon univers. Et donc on s'éloigne pas mal en fait de l'histoire réelle. Très D'accord. vite, c'est vraiment pour les bases culturelles des différentes nations que je m'inspire beaucoup de l'histoire. Oui, tu prends les grands axes, quoi. Tu vas pas prendre l'anecdote de Napoléon quand il avait 8 ans. Exactement. Et vraiment plus de la culture, c'est-à-dire je me base pas du tout sur les faits historiques, par contre, je me base vraiment sur les différentes cultures. Ok, je vois. Du coup, là, je pense que tu vas pouvoir un peu plus te sentir libre. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, je précise rapidement, un peu succinctement, l'histoire d'Almenia? Qu'est-ce qui se passe? À partir de quelle époque? Ah, Ça, donc, c'est compliqué. Disons que j'ai 8 millions d'histoires, si tu veux, donc dis-moi où je commence. Louis commence au début de l'âge des aventuriers. Oui, je vais commencer au début de l'âge des aventuriers. Vraiment, je me suis dit, celle-là, c'est la question facile. Celle-là, c'est la question cadeau. Non, oui, non, mais Non, je suis obligé de commencer un peu avant. Bah attends, je vais te mettre un peu de contexte. Mets-toi à la place de quelqu'un qui vient de recevoir votre livre. Il va commencer le scénario 1, genre l'initiation du début. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, tu vois? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Il y a à peu près entre 3000 et 1000 ans avant l'époque, il y a eu un âge qu'on appelle l'âge arcanique. L'âge arcanique, il y avait énormément de magie, et tous les grands magiciens se faisaient une sorte de petite ville dans leur coin et s'affrontaient les uns les autres pour des questions de puissance magique, tout simplement. Cet âge arcanique a fini par tomber suite à une guerre opposant deux blocs. Je synthétise beaucoup. Allez, Louis. Après ces guerres, donc il y a eu des prémices d'union entre les peuples pour finalement arriver à différentes alliances et différentes créations d'empires un peu partout dans le monde. Dans l'empire du Lendoline, là où l'âge arcanique avait été le plus présent,
c'est 3 villes qui ont pris la domination, Fall Trap, Malkana et la capitale, Almenia. Euh, à partir d'à peu près 700-800 ans après, il y a des individus qui ont commencé à partir explorer en fait les anciennes ruines de l'âge arcanique, qui ont été un peu redécouvertes à cette époque. Sauf qu'il y a un groupe d'aventuriers qui a vraiment super bien réussi, qui sont fait beaucoup d'argent, beaucoup de réputation. Ça a poussé beaucoup de gens en fait à partir pour aller pour aller prendre en fait leur part du gâteau des revenus et de l'aventure. Sauf que ça a causé beaucoup de morts parce que les terres arcaniques sont extrêmement dangereuses. Parce qu'il y a énormément de sectes qui vénèrent encore les anciens magiciens qui géraient les lieux, il y a beaucoup de bandits indépendants, et les terres sont complètement inconnues. Les anciennes terres arcaniques ont été perdues avec le temps. Et c'est pour ça que l'empereur d'Alménia et le chef du groupe d'aventuriers qui a très bien réussi ont décidé de fonder ensemble une guilde des aventuriers pour gérer justement tous les gens qui partent à l'aventure et éviter qu'on se retrouve avec des milliers de morts par an à cause de ça. Et l'histoire se passe 70 ans après cet événement. Il y a à peu près une génération d'aventuriers tous les 15-20 ans, ça dépend. C'est censé être fixe, mais au final, c'est jamais fixe. Ça se passe donc même 100 ans, je crois, après la création de la guilde. Il faudrait que je reparte dans mes notes. Et 50 ans après l'âge d'or des aventuriers, où un groupe d'aventuriers, ou plusieurs groupes d'aventuriers ont réussi à atteindre une très très grande notoriété, qui à présent, c'est ce groupe-là qui gère les guides des aventuriers. Et donc là, les joueurs du jeu vont incarner la nouvelle génération d'aventuriers qui arrive. Ok. Et bravo Louis pour ton effort de résumé. Oui, Moi qui connais un peu l'univers, c'est vrai. J'ai très très mal. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Oui, allez Louis. Mute toi et hurle un peu. Je sais que pour le chat, ça a pu vous paraître long, mais bon, je connais pas tout l'univers, mais connaissant Louis, je sais qu'il a grave raccourci ce qu'il voulait dire. Ouais. Mais Attends, ouais, j'ai sauté 2 âges. Hein. ouais, je sais que vous allez faire des vidéos liées à votre univers, mais enfin, ouais, si je peux te donner un conseil, parce que du coup, c'est comment ça s'appelle, un exercice que j'ai dû faire moi pour mon livre. Faut réussir. Bon, je trouve que tu l'as assez bien fait là, donc garde cette présentation en tête. Mais ouais, des fois, genre, faut réussir à dire, genre, tu sais, qu'on me dit, ouais, ton livre, de quoi ça parle? Alors, assis-toi 5 minutes. Tu sais, genre, faut juste dire, bah, il y a machin et machine, voilà, elles font ça, et puis pouf, voilà, l'histoire Et est puis, con. surtout, dans un livre de jeu de rôle, il n'y a pas 3 personnages principaux. Toi, dans ton livre, par exemple, tu as 2 personnages principaux. Oui, Dans un livre de jeu vrai. de rôle, les personnages principaux, c'est ceux qui gèrent l'univers, donc tu en as peut-être une bonne 20, 30. Oui. Donc tout de suite, si on doit parler de chacun, c'est tout de suite très compliqué. Oui, tout de suite, effectivement, c'est un peu plus difficile. On en parlait au début, vous avez lancé une campagne de financement participatif qui est toujours en cours. Comment est-ce que vous l'avez préparée? Comment est-ce qu'on l'a préparé? On a reçu beaucoup de conseils. Alors déjà, on est à l'incubateur de Neoma, donc ils nous ont donné beaucoup de conseils pour l'aider, voilà, pour à quel moment il fallait le faire, à quel moment il fallait lancer tel truc, etc. Après, sur la campagne, je suis en train de chercher ce que j'ai à dire, donc je vais laisser Louis continuer parce qu'il a eu le temps de réfléchir. Tout à fait, bien que c'est plus Ah là Martin là, que moi qui a géré. il se donne, merde, mince, comment on dit? Il se passe le relais, c'est beau. C'est ça. Ça fait des passes décisives. On est une équipe. C'est ça. Et c'est pour toute la partie en fait préparation de la campagne, c'est plus Martin que moi pour le coup. Ok. Parce que Martin, c'est lui qui s'occupe de toute la partie com, et donc la campagne, c'est beaucoup de com. Oui, énormément. Tous les textes de base, c'est Martin qui les a écrits. Après, j'ai beaucoup relu derrière. J'ai aussi ma mère qui m'aide pas mal à la relecture. Vu qu'elle est prof de, elle Attends, a une formation de prof de français. sur le contenu du jeu de rôle ou sur la campagne? Non, pas vraiment sur la présentation de la campagne. D'accord. Ok. Et tous les visuels de communication, c'est Martin qui s'en est chargé.
Et on s'y est pris pas mal en amont. Donc Combien de temps environ on s'y est mois et pris demi. à fond. À fond, on s'y est mis un mois avant en fait, et on Ok. avait fini une semaine avant de tout mettre, 10 jours avant. de tout mettre en Une place. dizaine de jours avant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'idée. Ok. Et est-ce que vous... Bon, je suppose que non, mais est-ce que vous vous attendiez à réussir la campagne en moins de 24 heures? Pas en moins de 24 Moins de 24 heures, non. Ok. Non, après, il y a beaucoup de gens qui nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidés. J'ai beaucoup d'amis qui s'y sont vraiment beaucoup investis et je leur remercie encore une fois du fond du cœur. Ils ont vraiment été à fond. La famille aussi qui a beaucoup aidé. Et pas mal de gens qui nous ont suivis suite à nos campagnes de com avant, qui nous ont fait confiance dans le projet. Donc on est super content que ça ait marché aussi vite en fait. Là maintenant, notre objectif, ce serait idéalement d'atteindre les 200% et pourquoi pas les 10 000. Ça nous permettrait tout simplement d'ajouter pas mal de contenu et d'avoir une grosse base de trésorerie pour le prochain. Ça, petit point argent, on ne se paye pas du tout. Ah ouais? Ok. Non, on fait là, tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans les projets d'après. Après, peut-être sur du long terme, on va essayer de se payer. Ce serait bien de réussir à en vivre avec le travail que ça demande. Mais pour le moment, pas du tout. C'est vraiment pas notre but de se payer. Même si d'un coup, le jeu de rôle, il génère, je sais pas, 30 000 euros, on remettra tout dans les projets d'après quand même. Ok. Bah, En fait, honnêtement, vas-y, Martin, pardon. Vas-y. l'objectif pour le moment, c'est vraiment de développer des jeux de rôle et de entre guillemets, de décoller d'un point de vue de la notoriété. Et après, à long terme, à moyen terme, on va dire, on envisagera d'en vivre plus simplement. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment là, on se concentre vraiment sur la création des 2-3 premiers jeux de rôle. Et on verra après pour la suite. D'accord, mais je vous avoue, je me suis dit, ben, ils l'ont réussi en 24 heures. Là, vous êtes à 120%. Je pensais que vous alliez garder une part pour vous, quand même. Oui, mais non. On investit tout. Là, on a plus de 120, je crois qu'on est bientôt 150. Bah, 147. Pardon, ça monte à une vitesse vertigineuse. Écoute. Il manque 92 €, donc si quelqu'un veut se faire plaisir avec une superbe illustration, vous voyez les illustrations que vous voyez depuis le début, et ben vous pouvez vous les commander. Et on passera les 6 000 avec ça, donc n'hésitez pas. Ok. C'était l'instant pub. Non, mais le podcast est là pour ça. Hein. Je me suis dit vraiment, genre, là, ils ont leur campagne de financement participatif. J'ai jamais eu de créateur de jeux de rôle sur le podcast. Vous êtes des potes. C'était. Voilà, les astres étaient alignés, quoi. C'est vrai. C'est une question du coup plus pour Louis, parce que j'avais pas le découpage de votre travail avant de préparer mes questions. Mais qu'est-ce qui est difficile quand on crée un univers? Alors, préparez vos carnets. En 3 points. En 3 points. Déjà, le premier point, c'est que j'en suis pas non, à mon coup par contre, d'essai. je rigole, hein, mais quand je dis 3 points, tu peux t'étendre un peu, mais t'inquiète. Pardon, tu J'en suis disais? vraiment pas à mon coup d'essai. J'en suis pas du tout à mon coup d'essai. Ok. Depuis en fait que je suis au collège, je crée des univers. À la base, j'écrivais des romans et j'avais énormément d'idées, de concepts, d'univers, d'histoires, etc. Mais je suis vraiment, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la description, je crois, de notre Twitter, je suis un créatif alternatif. C'est-à-dire que j'ai une idée, pendant une semaine, je vais écrire 15-20 pages sur un projet, la semaine d'après, je vais dire, non, en fait, j'ai une autre idée, et je vais réécrire 15-20 pages sur un autre projet. Et j'ai fait ça en fait tout mon lycée. C'est-à-dire que j'ai écrit entre, je dirais, mes 13 et mes 19 ans, le nombre exact, je l'ai oublié, mais entre 60 et 70 débuts de livres, et je n'en ai fini qu'un. D'accord. Que t'as j'ai publié, que t'as... Non, je ne l'ai pas publié, je l'avais écrit avec un ami, et on l'avait écrit à 4 mains, et c'était vraiment pour nous faire plaisir. Hein. Martin l'a lu. Oh, il est trop bien. Il est trop bien. Pas alors, en fait, si tu veux, ce projet, ce livre, c'est un très bon livre, à quelques 2-3 détails près dans le scénario, ça ferait un super roman pour adolescents, vraiment. Ah ouais, ok. Il y a du drama, il y a des personnages qui sont bien écrits. On sent que c'est écrit par un adolescent.
Mais vraiment, si Louis se décidait à le retravailler, c'est publiable. Vraiment. Ok, d'accord. Et ça ferait une pour super moi, c'était un série déclic. Ça ferait une super série, je sais pas si tu vois les Percy Jackson, des romans pour ados, et bah c'est vraiment dans ce genre de livre que ça pourrait faire. Ok, d'accord. Moi, je suis vraiment fan du livre, j'ai vraiment bien aimé. Ok. Et on a vu un projet avec lui d'écrire, d'ailleurs qu'on a toujours et qu'il faudra qu'on fasse un de ces jours, d'écrire à 4 mains un livre, mais là avec nos compétences d'écriture de maintenant, donc avec le fait qu'on a beaucoup plus lu, qu'on sait à peu près écrire et qu'on n'a plus le côté adolescent qui entre en compte et qui fait des choses un peu moins qualitatives. Ouais, mais après, bon, là, je ne fais pas le talent. Hein. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, mais, oui, bien sûr, mais, oui. moi, quand je me relis des trucs que j'ai écrits il y a 16 ans, mais qu'est-ce que j'écrivais mal. C'est incroyable. Ah oui, ah non, mais attends, mais tu sais quoi, je vais te raconter un truc. Moi, pour mon livre, c'était mon premier vrai écrit, tu vois. J'ai progressé en l'écrivant, mais c'est comment dire, c'est dans le sens où mon premier chapitre est moins bien que ma fin. Et vraiment, genre, quand je suis passé à la relecture, j'étais... Ah ouais! Ah, on part de là, d'accord, ok, allez, c'est parti, on va corriger. Ouais. Hein. Et bon, j'ai un ami qui m'a dit que ça se voyait encore que même si j'avais recorrigé mon livre pour que le niveau soit homogène, il m'a quand même dit qu'il trouvait que le début était moins bien que la fin. Bon, Ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu pour m'en rappeler. j'ai envie de dire heureusement, tu sais que ça fait crescendo. T'imagines si Oui, le c'est niveau ça. genre descend pendant que tu le lis. Mais pour le coup, le seul que j'ai fini, moi je dirais que c'est plus parabolique. C'est-à-dire que je pense que le mieux c'est le cœur du livre, c'est le milieu. Je pense, Martin, je sais pas ce que t'en penses, mais la fin, je trouve que ça descend un peu. Attends, tu Et que le parles tu début, parles de mon livre ou du tien? Je m'ai perdu. c'est mien là, du mien. Ok. Ouais, mais il est pas fini, surtout ton livre. Bah, il est fini, mais c'est un cliffhanger, donc ça compte pas. Oui. À l'époque, on trouvait ça super cool de finir sur des cliffhangers. Bah, Non, mon c'est un tome 1 se cliffhanger. finit sur une fin ouverte hein, aussi. C'est pas un cliffhanger. C'est-à-dire, ouais. Bon, faudrait avoir le livre entre les mains pour en parler. On fera peut-être ça sur un podcast créatif. Peut-être. Est-ce que vous trouvez qu'il y a il y a une différence? Enfin, oui, il y en a une, mais quelle est selon vous comment ça s'appelle, les différentes approches que vous avez quand vous écrivez de la création d'univers ou une histoire narrative? Oula, rien à voir. La création d'univers, tu commences par l'univers. La création narrative, tu commences par l'histoire et après tu réfléchis à l'univers dans lequel va se passer l'histoire. Ok. La première réponse que j'ai fait courte. Oui, c'est pour ça que je n'ai rien dit, je t'ai laissé parler si t'avais besoin d'espace ou quoi. En vrai, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vraiment fait l'inverse moi pour mes livres. J'ai vraiment Pour les livres, t'as d'abord fait l'univers? Oui, j'ai d'abord créé tout l'univers et après, en fait, de base, j'avais pas pour but d'écrire un livre, hein, j'ai juste écrit tout un univers et je me suis dit, mais c'est dommage parce que j'ai créé tout un truc, je le trouve trop cool, mais il se passe rien dedans. Tu vois, le monde était un peu figé, je me suis dit, ben vas-y, je vais raconter une histoire, une fille à part de là, et puis voilà. Et moi, pour le coup, alors c'est intéressant, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que l'idée de base, ça part d'une idée que j'avais d'une bataille dans un univers, etc. Donc j'avais déjà le premier chapitre qui était une bataille, et puis j'ai brodé l'univers, puis l'histoire, puis l'univers, puis l'histoire autour de ce qui s'ajoutait à chaque fois. Et donc, en fait, parfois j'ai une idée de scénario qui va amener des idées d'univers et des idées d'univers qui devront être développées dans un chapitre et qui amènent du scénario. Donc, en fait, je suis un peu... Peut-être pour ça que j'avance aussi lentement. C'est que ça avance en même temps, en fait, l'univers. L'univers se développe au fur et à mesure que l'histoire se développe. Ok, bah oui, c'est sûr. En travaillant comme ça sur plein de trucs en même temps. Ce qui oblige généralement à réécrire les premiers chapitres en mettant à jour des points d'univers qui sont ajoutés avec le temps, quoi. Oui, c'est sûr. Louis, j'aimerais revenir sur un point que tu as abordé. Tu disais que, bon, peut-être en exagérant, que tu passais une semaine sur un univers, puis ensuite la semaine d'après sur un autre, puis ensuite sur un autre. Est-ce que ça te... Comment dire? Ça te frustrait pas de délaisser des projets, de pas y revenir? Si, mais je me disais toujours à l'époque, moi j'y reviendrai dans 10 ans. Mais au final, vu que j'ai écrit ça quand j'étais ado, maintenant je relis le concept, je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était nul. Et, et donc j'y reviens pas, mais avant, non, ça me dérangeait pas.
J'aimais bien en fait. Ce qui me plaisait vraiment, c'était d'imaginer des histoires. Même si je les écrivais pas jusqu'au bout, moi j'avais toute la trame narrative. Et c'est vraiment. Et ce qui me passionnait, moi, c'était vraiment en fait la création des. Mais même c'est ce que j'adore dans le jeu de rôle, c'est créer des personnages et mettre ces personnages dans une histoire. J'adore faire vivre des personnages. Ça, c'est ma passion. D'accord, tu Mm. réfléchis assez peu en termes de, du coup, pour faire une petite parenthèse, de narratologie, il y a des histoires qui sont dites, plot driven, donc conduites par l'intrigue et des histoires character driven qui sont, conduites par leurs personnages et donc toi, du coup, de ce que je comprends, tu écris plus, avec un personnage que tu vas intégrer à une intrigue plutôt que de te dire: «Je veux raconter ça, je mets qui dedans?» Totalement. C'est-à-dire que OK. même dans le jeu de rôle en tant que joueur, une histoire qui est drivée par l'intrigue et pas du tout par les personnages, je déteste ça. Mais D'accord, vraiment, je ne passe pas un bon moment. d'accord, OK. Pour moi, le plus important, c'est plus que l'histoire, c'est les personnages. D'accord, d'accord, bah, Que ce c'est soit en tant que joueur ou en tant qu'MJ. Le plus important, l'histoire est très importante, évidemment, dès que tu es MJ, mais ce qui est important, c'est les interactions que les personnages joueurs auront avec les personnages créés par le meneur de jeu et comment les personnages vont ressentir ces interactions. C'est-à-dire que je pense, je peux revenir à Almenia avec Martin, je pense qu'il y a beaucoup de personnages mémorables dont ils se souviennent. Mm. Et ce qui est intéressant en fait avec l'univers, c'est que, enfin l'histoire, c'est que l'univers va permettre certains types de personnages qu'on verrait pas ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, pour jouer un magicien qui est un magicien potentiellement très bon, mais qui ne maîtrise pas sa magie, il faut un univers avec de la magie. Oui, 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 ah oui, C'est ça qui est intéressant, c'est que l'univers et les autres personnages vont permettre des interactions de personnages qu'on n'aurait pas pu voir ailleurs. Euh, et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a bon, du coup, pas dans la création pure, vu que tu pas parti de zéro pour Almenia, mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as apporté à l'univers d'Almenia? Moi, qu'est-ce qui m'a plu? L'idée de voir petit à petit un univers prendre forme, à la fois dans son fond et dans sa forme, entre guillemets, parce que à la fois j'ai ajouté des choses sur le fond. Je sais pas, je pourrais pas dire exactement quel point d'univers j'ai créé exactement. J'en ai créé, mais je m'en souviens pas exactement. Mais de voir un peu plus le fond de l'univers se développer et en même temps de voir la forme se développer, c'est-à-dire que de voir Louis m'envoyer des 15 pages de tableaux sur Word et de lui renvoyer 20 pages de un peu des tableaux, mais beaucoup de textes bien mis en forme, etc. Et donc de voir en fait à la fois l'univers et en même temps le livre s'écrire. D'accord. Bah, c'est une réponse très courte et Et ça oui, ça mais me va. je suis meilleur que Louis pour les réponses Non, courtes. ça me va, ça me va. Louis, il y a une question dans le chat. Est-ce que tu as une Oui, tendance dans le genre de tes univers, par exemple? Est-ce que tu imagines plus des univers dans un genre médiéval? absolument pas. Je dirais qu'il a pas de tendance dans ses univers, il a des tendances dans ses J'ai des personnages. tendances dans mes personnages, mais pas dans mes univers. Mes univers, j'aime tout. Globalement, non, vraiment, je vois aucune période d'univers que j'aime pas. Je crois que j'ai déjà masterisé de tout. Que ce soit du futuriste proche, du futuriste lointain, du moderne, du médiéval ancien, du steampunk, du cyberpunk. Moi, Ouais. j'aime tout. Je ne suis Alors que pas difficile. pour le coup, ces personnages, je prends des personnes comme Alexandre Kersan ou Lucie Lotte. Les gens qui jouent avec lui, ils savent directement de qui je parle. C'est ça, en fait, D'accord. j'ai une vingtaine de personnages qui sont vraiment mes personnages emblématiques et que les joueurs ils jouent souvent avec moi. J'ai juste à prendre une intonation de voix et un style de langage, ils savent exactement quel personnage ils ont en face d'eux. OK, OK, je vois. Ouais, tu un peu, en fait, des comment dire? Dis-moi si je me trompe, si je dis des bêtises, hein, mais tu as un peu des archétypes de personnages que tu vas intégrer, plus ou moins dans tes créations, c'est ça? Oh, ça va même plus loin que des archétypes, c'est même pas des archétypes, c'est genre toujours les mêmes. Ah d'accord, OK. Après, évidemment, dans une histoire en général, une campagne de jeu de rôle, ça implique 50 personnages dans la création, etc.
important. Des personnages secondaires, on monte à 300, 400 Attends, au moins dans mais une campagne. même j'ai écrit des campagnes de jeux de rôle, j'avais pas mis 50 personnages. Après, c'est les campagnes de jeux de rôle de Louis, c'est pas D'accord. J'aime Et- beaucoup le drama, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup les enquêtes et ça demande toujours beaucoup de personnages ces styles-là. Ok, bah oui, Et, ouais, ok, je comprends mieux, ouais. et dans mes 50, j'ai toujours en fait les 20 mêmes que je mets parce que c'est mes persos préférés. J'aime bien les jouer, mes joueurs aiment bien les voir, je les mets. Et après une trentaine que je crée uniquement pour la campagne en question. Attends, mais du coup, ça te fait 80 personnages à écrire pour une Oui. Non, campagne. 50, 20, Après, 20 c'est-à-dire classiques que et 30, Ah et d'accord, 30 oui, kitons. pardon, c'est comme s'il y en a une vingtaine qui sont déjà créés, forcément, bah, il a juste à mettre le nom du personnage et c'est déjà quasiment la moitié du lore. De C'est l'histoire ça, du juste en personnage. fait, mes 20 personnages de base, je les connais tellement que j'ai juste à les mettre dans l'univers, je sais ce qu'ils font dans cet univers. J'ai pas besoin de détailler pendant 2 heures, je les connais par cœur, ces personnages, comme si c'était moi-même. Donc je les connais, c'est comme si c'était de très bons amis. Donc ça, ils me demandent pas beaucoup de travail, c'est plus les 30 autres qui me demandent. Mais oui, une campagne de jeu de rôle, c'est au moins 100 pages de boulot, au moins. Sur des grosses campagnes, effectivement. Après, quand c'est sur des campagnes où on a envie de se mettre à fond, d'avoir un univers riche autour, etc. On peut tout à fait imaginer une campagne de jeu de rôle où bah, ça va être moins prise de tête, on va juste créer des donjons et mettre des monstres qu'on a et se mettre dans un univers qu'on connaît, comme ça il n'y a pas de souci, quoi. Ça, peut aller. je trouve que c'est un gros point fort du jeu de rôle, c'est que si tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu peux. Et si tu veux créer 4 cultes, 3 mythologies, 6 âges, faire tout ce que tu veux, tu peux aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé sur votre page Ulule. Vous avez mis quelque chose comme si tu es néophyte, ce jeu est fait pour toi. Si tu es Oui. intermédiaire, ce jeu est fait pour toi. Si tu es maître du jeu, ce jeu est fait pour toi. Vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. La règle principale des règles d'Almenia, c'est que vous avez le droit de modifier les règles. Si ça vous plaît. Voilà, c'est ça. S'il y a une règle que vous estimez être pas trop compliquée, trop difficile, ou que vous avez envie de rajouter des règles, bah, on peut rien vous dire, donc allez-y, faites-nous plaisir. C'est ça. Et on a séparé les règles en 3 parties en fait. Les règles de base qui suffisent pour jouer, notamment si vous êtes débutant. Les règles avancées qui permettent toutes les spécificités. Et les règles les règles trop avancées qui sont plein de règles que personne ne fait dans le jeu de rôle mais qui nous ont beaucoup fait rire à créer. Par exemple, si vous voulez. Notamment l'usure des chaussures, l'humeur de ton personnage, etc. Des petits éléments comme ça qu'on s'amusait à faire. C'est trop Notamment pour ce qu'on appelle les narrativistes. Je parle en philosophie du jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est un narrativiste, Louis? Oui, je croyais qu'il allait expliquer, c'est pour ça que je disais rien. Oui, mais il y a 2 grands axes. Mais je troll un peu parce que je suis pas toujours d'accord avec le fait de philosopher sur les concepts de jeu de rôle. En fait, il y a 2 grands axes, les casualistes et les narrativistes. Les narrativistes, où eux, ils veulent vraiment tout faire pour être le plus réaliste possible, au point justement de gérer l'usure des vêtements, de gérer l'alimentation, des points comme ça. Et les casualistes, où eux, leur but, c'est de s'amuser entre potes en faisant des combats. Je caricature. Oui, pour aller ok. vite. Ouais, non, mais déjà, on comprend un peu plus de quoi En il fait, s'agit. voilà, on avait à cœur, en fait, dès l'introduction, on s'est dit, bah, on va faire une introduction jeu de rôle, mais on va vraiment faire une introduction jeu de rôle. C'est-à-dire que l'explication de qu'est-ce que le jeu de rôle qu'ils nous a demandé au début, il y a une page, c'est qu'est-ce qu'un jeu de rôle pour les débutants, pour le MJ, etc. Donc, quelqu'un qui n'a le jeu de rôle, il entend que jeu de mots, 2 mots, genre jeu de rôle, il serait pas perdu en ouvrant le livre. Après, il y a des différents niveaux de règles qui font que, au fur et à mesure qu'on a envie de se plonger dans les règles, on peut avoir, on peut passer d'une explication des règles en 10 minutes à une explication des règles en 4 heures. Ok, en vrai, je trouve ça très cool d'avoir créé un truc qui soit adaptable en fait. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on crée un scénario de jeu de rôle? Un scénario, donc pas un livre de règles. Oui, plus sur le côté narratif entre guillemets. Plusieurs écoles. Première école, le classique, l'école où tout le monde commence par là, où en fait tu écris une histoire, juste, tu écris quelque chose qui se suit à peu près, comme tu pourrais écrire en fait une trame narrative d'un roman.
Et après, donc, tu crées des personnages. Dès que tu crées des personnages, tu crées des choses assez simples et assez adaptables qui ne sont pas contraignants pour l'univers. Et voilà. Ça prend en général pour du one-shot 1 heure ou 2, ce type d'écriture. Ça se fait vite. Dès que tu joues en débutant avec tes potes, ça passe très bien. Ensuite, il y a l'écriture que je vais appeler, parce que je ne sais pas, même pas si ça a des noms, à la Sylvain, qui est un des MJ avec lesquels on travaille, qui est lui qui écrit une histoire, qui a un univers ultra complet et complexe, où il écrit une histoire dans cet univers, avec dans toutes les grandes lignes, où il fait pour chaque scénario, il écrit en quelques lignes ce qu'il va faire dans chaque scénario, et après il intègre les personnages à sa. Une fois qu'il a les personnages, il les intègre au scénario pour voir, ok, maintenant comment je peux faire pour que ce soit ces personnages qui soient intrigués, qui soient impliqués dans l'histoire. En fait, c'est une double écriture en quelque sorte. Mais quand tu parles des Et il y personnages, a c'est les PNJ ou les personnages des joueurs? les PJ, les personnages et joueurs. Ok. Et enfin, il y a l'écriture à la moi, où je demande les personnages très longtemps avant le début de l'écriture. D'abord, je leur présente l'univers de base, dans quel univers je vais les faire évoluer, etc. En général, j'ai déjà cette idée, à ce moment, une idée de l'histoire que je veux faire. Je sais, mais vraiment, j'ai la situation initiale et la situation finale. J'ai rien d'autre à ce moment-là. Ok. Et je demande aux joueurs de créer leur personnage, le plus long et complexe possible. Une fois que j'ai tous les personnages, je vais vraiment les lire, les étudier ligne par ligne ce qu'ils ont écrit et réfléchir, ok, quelle histoire je peux faire qui impliquera au maximum ces personnages dans l'histoire. Et D'accord. du coup, Après, je passe 3-4 semaines à écrire en fonction de ça. quand tu vis un scénario de Louis, il y a des moments où tu as peur. Parce qu'en fait, surtout si ton lore a un peu de drama ou un peu de tension et que t'as pas trop envie qu'on fouille ton lore, tu sais qu'il y a des moments où on va fouiller ton lore. Et quand tu y arrives, c'est à la fois génial sur le plan du roleplay que tu peux avoir, du drama, etc. Mais ça met ton personnage en Mais pression. au niveau quoi. des émotions, t'es pas tout à fait serein. Ok, bah c'est grave intéressant. Je t'avoue que c'est une méthode que je ne connaissais pas du tout, que je n'ai jamais faite. Mais c'est vrai qu'en termes d'implication du joueur, bah, tu dois être vraiment à un autre niveau. Parce que moi, je faisais plus. J'écrivais un scénario, tu vois, où en gros, je décompose en scènes, tu vois, où je me dis, ben ok, scène 1, les joueurs rentrent dans l'auberge, il se passe ça. Scène 2, ils rencontrent le chasseur, tu vois. Mais en gros, s'ils font des trucs entre les deux, genre il peut y avoir 2 heures de jeu entre la scène 1 et la scène 2, comme il peut y avoir 5 minutes s'ils y vont direct en sortant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Ouais, bah voilà, en fait, un peu comme les cinématiques dans les jeux vidéo, quoi. Elles se lancent pas tant que tu l'as pas enclenché. Mais voilà, en gros, je fais mon découpage de scènes et c'est qu'après que je fais les persos avec mes joueurs. Mais c'est vrai que du coup, tu me donnes une grave bonne idée. Ça doit être super intéressant et super motivant de vivre un scénario comme ça. C'est ce que j'essaie en tout cas de me faire ressentir aux joueurs. C'est comment j'aime jouer aussi. Hein, c'est pour ça que je le fais comme ça. Après, le défaut, parce que tous les aspects ont leurs qualités et leurs défauts, c'est qu'en général, il faut attendre longtemps entre le moment où tu fais ton personnage et le moment où tu fais le premier scénario. Et un défaut, c'est que, effectivement, quand tu crées un personnage, t'es à fond dans ce personnage, t'as envie de vivre tout de suite ses aventures. Et là, il faut attendre un mois. Ouais, je sens que ça peut être un peu frustrant. Et surtout, l'autre grand défaut, c'est que je peux ne pas être inspiré par les personnages que j'ai. Que les personnages qui ont été faits, ça m'arrive, où je vois le personnage, je fais, bon, qu'est-ce que je fais Je n'ai aucune idée de quoi faire avec ça. Ah, il a bien une vie de merde, lui. Il n'y avait pas un cas récemment où t'avais cette idée-là? Je sais J'avais plus. quoi T'étais pas inspiré par un personnage, mais je sais plus dans quel contexte c'était. C'était il y a longtemps. C'est possible. Bon, ça m'arrive de ne pas être inspiré par des personnages. Et qu'est-ce qui est dans ta méthode à toi, enfin pour toi, Louis, qu'est-ce qui est difficile quand t'écris un scénario? Qu'est-ce qui est difficile Je dirais le temps. Ok. C'est long. Et justement, ce problème que je suis pas forcément inspiré par les personnages. D'accord.
C'est-à-dire, c'est souvent en fait dès que tu commences en fait à jouer avec moi, au début, c'est-à-dire si t'as pas l'habitude d'écrire des lores très très longs, etc., ça peut être compliqué parce que c'est pas si t'as fait du jeu de rôle vraiment en casual pendant plusieurs années, c'est dur d'un coup de passer à un lore qui doit faire minimum de 3 pages. Ah oui, c'est autant, d'accord. Après, il y a des Martin, il a extrêmes, déjà fait 10, hein. il y a des extrêmes comme moi, en fait, c'est-à-dire que Ah ouais. c'était un personnage que j'aime beaucoup, toujours d'ailleurs, et je me suis dit, bah, racontons son histoire et son lore, comme si il écrivait ses mémoires après coup. Et Ah donc, ouais, du genre coup, il a à la fin de sa vie, il raconte c'est tout, ça, il a quoi. la fin de sa vie, il raconte ses mémoires. Donc, du coup, bah, C'est ça. pour donc en gros, mon lore a été écrit de manière roleplay. Et donc, bah, des détails qui, en vrai, auraient pu prendre 2 lignes à écrire, et avec la même importance dans le lore, ont pris 3 pages. Ah ouais, Voilà. d'accord, ok. Et donc, du coup, je suis arrivé avec lui, je lui ai dit, tiens, voilà 7 pages. Là, je me suis arrêté là dans le lore, je sais pas quoi faire. Et Louis m'a fait la fin du lore, qui m'a rajouté une page. Et sur cette campagne, qui était d'ailleurs la première campagne d'Almenia, je me suis amusé à écrire tout le scénario de manière roleplay, comme si c'était les mémoires du personnage. Et donc, j'ai 30 pages actuellement qui racontent l'histoire de cette campagne. Oh là là, ok, d'accord. Mais je t'avoue, moi, comment dire, Parlons. quand j'ai pu écrire des personnages, euh, le background de mon personnage, il tient en, allez, on va dire un paragraphe, tu vois, 2 paragraphes. Et quand tu me parles de lore détaillé, je pensais que c'était une page A4 remplie, Ouais, c'est mais en une plié. page à Tu 4 vois. remplie, tu peux faire rentrer de manière concise suffisamment d'informations pour... c'est-à-dire que moi, le lore que j'ai fait en cette page, j'aurais pu le faire rentrer en une page si j'avais pris une autre forme. D'accord, oui, c'était un choix en fait. Oui, c'est juste un choix, entre guillemets, narratif de comment je racontais mon lore. Mais oui, dans les faits, les informations qu'il y avait dedans, elles étaient pas... Il y avait pas pour 7 pages en vrai, il y en avait pour une ou deux, peut-être. Ok. Et tu me parlais de la campagne d'Almenia. Est-ce que, bah, du coup, je te pose 2 questions. Est-ce que tu peux dire à peu près ce qu'on va retrouver dans le livre d'Almenia? Et cette première campagne, en quoi est-ce que, si tu peux en parler bien sûr, hein, en quoi Ouais. est-ce qu'elle consiste? Déjà, elle n'est pas Vas-y. canon. Oui, La c'est ça. campagne que j'ai fait avec eux n'est pas canon au En lore. fait, je crois qu'elle se passe non, oui, en fait, elle se passe parallèlement, entre guillemets. En À fait, l'histoire. c'est complètement une campagne que pourrait vivre une équipe de joueurs euh, avec le livre de règles. En fait, ça se passe au début du jeu de rôle, justement, exactement au même moment où commence Almenia. Voilà, c'est juste que j'ai pris donc on a créé des personnages comme si, comme aurait pu le faire n'importe quelle équipe avec le jeu de rôle. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en fait c'est une possibilité, je dirais, de campagne. On l'a pas étayé dans le livre. C'est Mm. vraiment un exemple de ce qu'on pourrait faire avec le livre. Je pense que ce qu'on Et quant fera. à l'histoire de cette campagne, pour la résumer en genre quelques mots, peut-être Attends, bon, du coup, je sens que vous êtes perdu avec 2 une prise de questions en même temps. pouvoir. C'était une prise de pouvoir. Attends, C'était l'histoire d'une prise de première pouvoir. question. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Beaucoup de choses. Il y a une dizaine de chapitres. Ok. Mm. Le premier chapitre, c'est une ou deux nouvelles introductives qu'on va mettre, parce qu'on aime bien écrire quand même, qui sont d'ailleurs toutes les deux terminées. Ok. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est la présentation du jeu de rôle, du jeu de rôle en général. Le troisième chapitre, c'est la création de personnages. Mm. Le quatrième chapitre, c'est les règles. Le cinquième chapitre, c'est aventure et vie des aventuriers. Le sixième chapitre, c'est l'équipement. Le septième chapitre, c'est l'histoire et la géographie du monde. Le huitième chapitre, c'est le monde aujourd'hui. Le neuvième chapitre, c'est le fantastique. Le dixième chapitre, c'est toutes les capacités que ton personnage peut apprendre. Il y en a beaucoup. Parce que pour expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, 340 pour être exact.
Voilà, il y a un système de classes divers et variés qu'on commence à choisir au début. On est guerrier, on est combattant, on est tireur, on est magicien, on est alchimiste, etc. Et à partir de là, donc on a 4 grands domaines de magie, donc qui ont chacun leur sortilège. On a des capacités qu'on peut apprendre. Et en fait, on peut apprendre des capacités qui viennent des autres classes, des capacités qui viennent de la magie. On peut apprendre toutes les capacités, et donc on peut partir d'un même concept de personnage et créer plein de types différents de personnages. Par exemple, on peut avoir un inquisiteur, un guerrier pur et un mage de feu qui sont à la base un marchand. Ça. Et les classes, vraiment, on les a créées pour que ce soit plus simple pour la création de personnages pour les nouveaux joueurs, parce que tu peux intervertir les compétences de classe pour vraiment créer le personnage que tu veux si tu as envie. C'est ça. D'accord. On n'a vraiment pas voulu enfermer le joueur, on veut que le joueur il puisse vraiment faire le personnage qu'il veut, avec vraiment une infinité de possibilités, parce qu'il y a donc en tout 340 capacités. Donc le temps que tu crées un personnage avec toutes les capacités possibles, tous les enchaînements de capacités possibles, je crois que c'est impossible ou que ça prendrait plusieurs dizaines de millénaires. Après, ça dépend à quel point on s'arrête, qu'il y a un niveau maximum, mais si on va le dépasser, on a un niveau de puissance qui est ridicule en fait. Donc pour résumer, en gros dans le livre il y a toute une partie univers du jeu, une partie règles, après une partie de ce qui peut être utile en jeu, donc l'équipement, les capacités dont vous parliez, c'est ça? Je suppose que vous détaillez le système de combat aussi? C'est dans la partie règles, ça. La partie règles, c'est beaucoup le combat. Hein. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup la campagne est intégrée au livre de base? Il y a dans les annexes, au dernier chapitre, il y aura un scénario introductif et les stats des monstres, mais non, ça c'est un choix vraiment personnel pour le coup. J'ai toujours préféré, en fait, moi, en tant que MJ, créer mes propres campagnes. Donc, et si on propose, en fait, des exemples de campagnes, on le proposera soit sur notre YouTube, soit directement, sur la page Ulule, via la newsletter où on envoie tous nos clients. On ajoutera du contenu gratuit. Si je fais une campagne, ce sera en gratuit. Je ne veux pas faire payer une campagne. Le principe d'Almenia, c'est vraiment, on offre aux gens qui achètent un univers pour s'amuser et pour vivre des trucs dedans, quoi. D'accord. On est une base et dessus, bah, il y a la base, il y a des socles, et il faut construire la campagne dessus, quoi. Les personnages, c'est la partie qu'on peut pas faire, voilà. C'est la seule partie qu'on peut pas faire. L'idée, c'est de créer un univers complet et libre. Les deux mots en même temps qui souvent dans la création d'univers sont assez opposés. Je pense à Donjons et Dragons qui a un univers extrêmement libre, c'est très bien, mais qui est pas très précis l'univers de Donjons et Dragons. Évidemment, il y a énormément de trucs qui ont été travaillés, de bouquins annexes, etc. Mais ça reste un univers où tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux dedans. Et à l'inverse, par exemple, des jeux de rôle Seigneur des Anneaux, où en général, ça va être très peu libre, parce que tu es limité par l'univers. Et là, en fait, avec l'idée des terres arcaniques, on a à la fois en fait, donc, un univers qui est complet, et toute une partie de l'univers où on n'a quasiment rien dit dessus, qui est en fait même pas sur la map, tellement on veut laisser la possibilité aux joueurs de rajouter leur pierre dans l'édifice de la création de l'univers. À la fois avoir une bonne base sur laquelle ils peuvent travailler, des personnages qui existent, des villes qui existent, de la géopolitique qui existe, avec en plus à côté une partie complètement libre qui peuvent travailler comme ils veulent. Ok, d'accord. C'est grave intéressant. Vraiment, je suis étonné que de ce que tu disais que s'il y a des campagnes, elles seront gratuites. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu de rôle, à ma connaissance, je peux dire une bêtise, mais quand il y a un livre de base, généralement il y a 1 ou 2 scénarios dedans. Et si tu veux une campagne, il faut l'acheter. Enfin, j'ai pas connaissance de. À part Nullbuck, mais Nullbuck c'est une exception qui est full gratuit. Il y a eu une version payante qui a été éditée, certes, mais de base full gratuit, totalement en ligne. Mais ouais, je trouve ça grave cool et super bien pour la communauté, pour ce que vous voulez faire, pour vraiment créer un univers. Je vois qu'on arrive à l'heure 30, on va passer à la dernière question. Qu'est-ce que. Je vais la poser à Louis, au moins Martin, il va pouvoir process, bien l'intégrer et tout. Louis, imagine, quelqu'un vient de recevoir le... Mince, attends, ma caméra ne fait pas son focus, c'est bon, on me voit, je ne suis plus flou. Quelqu'un vient de recevoir son bouquin d'Almenia avec sa contribution au projet. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Have fun.
Ok. Amuse-toi, fais ce que tu veux, et si t'as des questions, tu me demandes. Ouais. C'est précisé dans le livre, si qui que ce soit qui a le livre en main ou que ce soit qui l'ait acheté, que ce soit pas, etc., a une question, il nous l'envoie sur notre mail, on répond à tout le monde. Ouais. N'importe quoi. C'est quelque chose, moi, qui me tenait vraiment à cœur quand j'ai créé le jeu de rôle. Je veux qu'on soit, même si on en vend plein, si on en vend vraiment plein, je veux qu'on soit méga ouvert et que vraiment, qui que ce soit une question, que ce soit sur les règles, sur l'univers, sur quoi que ce soit, il nous demande et on répond. Toujours. Tout à fait. Ok. Et moi, j'allais dire la même chose que Louis, mais en français, donc amusez-vous. Ok, ça marche. Mais bon, je te demande ça en live, c'est peut-être... Bon, bref, tu me dis si tu veux pas répondre, mais est-ce que tu serais chaud pour quand le livre sera sorti, ou enfin, à un moment, de faire une partie en live sur ma chaîne? Oui. Ok. Bah, cool. Je me suis dit, ça va peut-être être chiant, peut-être ils veulent garder l'exclusivité de... Je sais... Bon, ok. Non. Nous, vraiment, mais même s'il y a des gens qui veulent après écrire, je sais pas, des romans dans l'univers d'Almenia, vous me prévenez juste, faites-le. Ok. Faites-le, fun. Après, Bah, du coup, le chat, Après, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. La allez-y, grosse pression. Après, Allez-y. voilà, Twitter, Insta, Ulule, n'hésitez pas. Oui, Ça reste d'autres attendez, moyens de nous connaître. voilà, non, je pense qu'on n'est pas très très dur à contacter. Franchement. j'ai remis votre Ulule dans le chat, je remets votre Insta. En plus, on est en veille, on peut physiquement vous répondre 22h sur 24. On dort 2 heures vite fait, on mange des Non, nouilles instantanées et c'est bon. On est deux, donc on peut faire des tours de garde. On fait des temps de cas. C'est ça. Ah oui, mais ça, attends, je finis sur une petite pointe d'humour, c'est un truc important dans les RP. Quand tu joues un truc comme Medieval Fantastic et que tu campes, faut faire des tours de garde, sinon le MJ Alors, t'envoie des trucs la nuit. Petit tip, si vous êtes 5, vous pouvez faire de la double tour de garde. Vous prenez chacun à 4 heures et vous prenez décalé. Du coup, il y a toujours 2 personnes qui sont au tour de garde. C'est pas mal. Très pratique. Et du coup, ça fait que s'il y a un jet de perception à faire, vous êtes 2. Bon. Et ça évite que le perso qui est aveugle Martin, ça fait 1h30 qu'on parle, je sens qu'on va s'étaler encore et encore. Moi, Martin il m'a fait une tête, moi tu me lances, c'est bon, j'y vais quoi. Bah oui, c'est le principe. À bientôt le chat. Salut. Tchuss. Adieu.